Madame, monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS. Voici le journal. 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Ce matin, la ville sainte a vibré au rythme de la Pentecôte. Les marcheurs sont également arrivés cet après-midi. Ce sont les temps forts de cette journée. Nous serons en direct avec René Léon Fonseca dans ce journal. Les malformations cardiaques très complexes qui touchent plusieurs enfants sont désormais prises en charge au centre Cuomo de Fannes avec la collaboration des médecins canadiens. Et dans notre rubrique Grand Format Santé, on s'intéresse ce soir aux enfants trisomiques souffrant d'une IMC. Le pont de Rosso a connu du retard, beaucoup de retard même, 17% des travaux d'exécution seulement, et ce depuis 2021. C'est le constat fait par le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, qui s'est rendu à Rosso avec son homologue mauritanien. Et c'est en 2026 que le pont devra être réceptionné. C'est la toute première saison de futsal qui a été lancée hier après-midi à la place de la Nation. 22 équipes en compétition. Ce premier format concerne les moins de 15 ans pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal. Bienvenue au chapitre santé. Ce soir, on s'intéresse aux malformations cardiaques très complexes. De nombreux cas sont recensés au centre cardio-pédiatrique de Fannes. La plupart étaient référés à l'étranger. Les enfants sont désormais pris en charge au centre Cuomo grâce aux échanges d'expériences et à la formation de nos chirurgiens au Canada. D'ailleurs, une mission canadienne séjourne chaque année dans notre pays. Ramatadem les a rencontrés. Au centre cardio-pédiatrique Cuomo de l'hôpital Fannes, des enfants tout petits sont sous surveillance. Le corps médical est à leur chevet. Il vient de subir des interventions cardiaques très complexes. Des opérations réalisées grâce à un partenariat entre l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et Cuomo à l'hôpital Fannes. C'est notre 4e visite. On avait commencé avant la COVID, en fait, en 2018. L'historique de notre collaboration avec Fannes, elle a commencé par la formation de 2 chirurgiens qui sont revenus ici. On a décidé en 2019 donc de commencer une collaboration en envoyant des équipes de chirurgiens et de cardiologues à l'hôpital Fannes pour les aider à mettre sur place un programme de soins pour les enfants porteurs de malformations cardiaques. Une initiative du professeur Papa Salman Abba qui a séjourné au Canada dans le cadre de sa formation à Sainte-Justine. C'est une excellente formation que j'ai bénéficiée. J'ai fait 1 an à Sainte-Justine, à Montréal, et je ne l'ai pas regretté. Parce que depuis lors, moi, quand je suis revenu ici, on ne faisait pas beaucoup de chirurgie chez les enfants. Mais actuellement, on fait pas mal de chirurgie chez les enfants. À partir de 3-4 kilos, et presque la majeure partie des pathologies sont opérées maintenant par l'équipe locale. Et ce n'est pas seulement des patients sénégalais. De plus en plus, on reçoit des patients qui viennent de toute la sous-région. Pour beaucoup de cas complexes, seuls les diagnostics précoces peuvent aider à baisser le taux de mortalité. Le diagnostic précoce se fait de plus en plus au Sénégal en amont par les cardiologues, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire et saluer cela, de plus en plus de cardiologues ont été formés et sont répartis dans l'ensemble du territoire sénégalais. Donc un gros effort de formation a été fait par la chaire de cardiologie et nous les félicitons pour cela. Cette jeune maman l'a bien compris. Son bébé, quelques jours après la naissance, a pu être diagnostiqué. Faute de moyens, elle a dû attendre que son enfant ait aujourd'hui 5 ans pour pouvoir enfin être opéré ici à Cuomo, à l'hôpital Fannes. Moom nag bu mu juddoo bu mu amee 3 mois rek lañ commencé di suivre parce que dafa am sama benn tante buy liggéey hôpital. C'est une de mes tantes qui a remarqué le jour du baptême que le bébé respirait difficilement. Elle me l'a signalé, je suis les traitements. Mais grâce à cette émission, on m'a appelé samedi. Lundi, elle a été opérée. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Elle a aujourd'hui 5 ans. Avant l'opération, j'avais peur. Mais maintenant, je suis rassurée. Elle s'est réveillée, elle mange, elle respire bien et elle parle beaucoup. Le soulagement d'une mère qui, pendant 5 ans, a dû faire des allers-retours interminables à l'hôpital. Ici, au centre cardio-pédiatrique, d'ailleurs, se trouve un personnel qualifié.
qui prend en charge ses enfants de façon très organisée. Ils sont accueillis au niveau de la première salle où ils sont surveillés par heure. Les 2 premiers jours et puis les autres jours, on les surveille 3 fois par jour. Et ils changent également de salle. Si c'est un cœur ouvert, en général, ils durent un peu. Ils font 15 jours à peu près. Et s'il s'agit d'un enfant qui est sous anticoagulant, il peut faire ici 1 mois. Parce qu'il faudra surveiller. C'est très difficile de gérer les anticoagulants pour les enfants. Il faudra d'abord surveiller que l'enfant soit stable avant de sortir. Parce que c'est un peu compliqué, surtout s'ils nous viennent des régions. Au centre cardiopédiatrique de Fannes, la liste d'attente est très longue. Les parents et enfants prennent leur mal en patience car beaucoup d'entre eux comptent sur ces missions humanitaires pour se faire soigner. Dans le volet sanitaire, toujours, elles œuvrent au rayonnement des enfants porteurs de trisomie 21, d'autisme, d'infirmité motrice cérébrale. Ce sont les Maisons jaunes dont le combat est la prise en compte de ces enfants qui font partie intégrante de la société. Le grand format santé s'est justement intéressé aux activités de ces Maisons jaunes qui jouent un rôle dans l'inclusion sociale de ces couches vulnérables. Fanta Badji. Séance de psychomotricité avec l'orthophoniste. Très bien. Ah, bravo. Reconnaissance des couleurs. Oui. De la vue. Rééducation de la parole. Une thérapie pour ces enfants qui ont des troubles émotionnels et du langage. Faire en sorte que l'enfant ait confiance en lui. Donc, par exemple, Pape Malik, au début, il parlait très doucement. Il n'avait pas cette confiance. Au fil des séances, il commence à parler de plus en plus fort. On voit que l'articulation s'est améliorée. À la Maison jaune de Malika, ces enfants atteints d'autisme, de trisomie 21 et d'IMC bénéficient de soins médicaux gratuits 2 fois par semaine. C'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille autour des enfants. Chacun, dans son domaine spécifique, essaye d'évaluer l'enfant pour faire ressortir ses compétences, ses difficultés. Et on met l'accent dans nos exercices, dans l'encadrement, les compétences que la personne a et les difficultés que la personne a, on essaie de corriger. Au-delà de la prise en charge sanitaire, ces petits ont aussi droit à un accompagnement scolaire. Il faut de la patience, de l'empathie. Donc, parce qu'il arrive des moments où l'enfant peut être agité. Donc, si vous n'êtes pas armé de patience, donc, ça ne va pas pouvoir aller. On a également la possibilité d'encadrer des enfants, de leur donner de compétences, de leur faire monter en compétences pour leur aider à intégrer les écoles classiques. Nous avons eu à réussir ça, des enfants qu'on suit dans les hôpitaux du jour et qui ont réussi à quitter les classes d'hôpitaux du jour pour intégrer les écoles normales. Avant le centre, ils donnaient des bourses scolaires. En 2021, ils ont donné à tous les enfants des bourses de 200 000 francs pour les aider à l'inscription des enfants. Même cette année-ci, ils ont donné des kits scolaires. Ce projet constitue un grand soutien pour les familles qui sont elles aussi impliquées dans l'encadrement. Il faut que ce qui se passe ici, dans les centres, puisse avoir de la continuité à la maison pour éviter que les enfants font des rechutes, pour éviter que les enfants régressent. C'est pourquoi, comme vous avez vu la pochette là, c'est les activités que je fais avec l'enfant, que le parent doit essayer de reproduire à la maison pour que le suivi soit plus fluide. Et cela permettrait à l'enfant d'avancer plus rapidement. Appelés enfants à besoins spéciaux, ils peuvent être vulnérables et avoir une alimentation difficile. En général, leur alimentation elle est sélective. Ils aiment ça, ils n'aiment pas ça, ils mangent ça et ils ne mangent pas. Quand ils mangent, c'est des enfants généralement qui naissent avec des comorbidités. C'est des enfants qui parlent tardivement, qui marchent tardivement. Souvent même, il y en a qui s'assoient très tardivement. Moi, je prends mon fils, par exemple, il a commencé à marcher à l'âge de 3 ans, pratiquement. Donc, il a tété jusqu'à 3 ans parce qu'il ne pouvait pas manger autre chose. Ces enfants atteints de trisomie, d'autisme et d'IMC sont considérés comme différents par la société. Je pense que la stigmatisation relève de l'ignorance. Un enfant est innocent. Lorsqu'il est affecté par un handicap, il a besoin davantage encore
d'attention, il a besoin d'affection, il a besoin d'accompagnement. Mais si le parent et la famille ne jouent pas le jeu, il va sans dire que le résultat devient amoindri, pour ne pas dire pratiquement faible. C'est un enfant très intéressant qui vraiment, je ne vois pas la différence entre lui et les autres. Il joue, il sait manipuler les portables. Ensuite, en même temps, il va à l'école. Il y a peu de structures d'accueil pour prendre en charge la trisomie 21, l'autisme et les infirmités motrices cérébrales. Vous n'avez à Dakar que de très rares centres capables d'accueillir ces enfants. Laissés à leur famille, isolés de l'école classique, même si on parle d'inclusion, en vérité, ils ne peuvent pas suivre les écoles dans les circonstances où leurs collègues, élèves vont les violenter verbalement. Ce sont des enfants comme les autres. Ce sont quelque part des bénédictions pour nous croyants. Il faut leur apporter l'accompagnement nécessaire pour avoir une vie sociale normale. Donc en tant que parent, je ne le subis pas comme un poids. Je considère que c'est le rôle d'un père ou d'une mère d'être à côté de son enfant, de l'assister, mais je considère que la société a un rôle à jouer. Et quand je dis société, c'est peut-être tout le monde, mais au premier chef, je parle de l'État sénégalais. Sa politique à l'égard des enfants en situation de handicap mérite d'être revue, mérite d'être améliorée. Ce concept de maison jaune facilite l'intégration et l'inclusion sociale de ces enfants en situation de handicap. Cependant, les moyens financiers font défaut pour permettre aux structures de fonctionner correctement. Des programmes d'information et de sensibilisation sont périodiquement menés pour conscientiser les autorités, mais surtout le grand public, sur la condition de ces enfants. Je vous le disais en titre, nous prenons la direction de Popongui. Nous se déroule la 136e édition du pèlerinage marial. Nous retrouvons en direct René Léon Fonseca. Bonsoir René Léon, la Pentecôte était au centre des festivités, au cœur des festivités ce matin à la cité mariale. Bonsoir, cher Bambagay. Vous l'avez dit, Popongui a célébré ce matin la solennité de la Pentecôte, une fête qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques. Et une messe solennelle a été célébrée ce matin à l'ancien sanctuaire, suivant ce compte rendu signé Youssouf Kaba. Ils étaient nombreux, les pèlerins, à prendre part à la 3e des 5 fêtes cardinales liturgiques catholiques. La Pentecôte commémore la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Au terme de 50 jours, et venus de partout, nous aussi, nous sommes rassemblés ici au Cénacle en compagnie de la Vierge Marie, pour accueillir l'Esprit Saint, qui est esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte du Seigneur, esprit de grâce et de miséricorde, esprit de foi. Associée au jour de la naissance de l'Église, la Pentecôte vient aussi clore le temps pascal qui dure 7 semaines. Dans la foulée de la résurrection, que l'Esprit Saint est donné aux apôtres et que l'Église naît du souffle de Jésus. Tout cela se passe le premier jour de la semaine. Un nouveau monde commence, une création neuve. C'est une nouvelle genèse. Dieu a repris l'homme en main et l'a repétri avec une glaise nouvelle. Comment fêter la Pentecôte sans évoquer la figure de Marie, celle que beaucoup d'entre nous sont venus vénérer à Popongui aujourd'hui? Marie, la mère de Jésus et notre mère, était dans le groupe des apôtres au Cénacle. Elle est avec nous aujourd'hui, maintenant, ici. Abbé Gérard Dienne a exhorté les fidèles à imiter les apôtres en adoptant les 7 dons du Saint-Esprit. Dans une grande méditation,
les fidèles ont célébré la Pentecôte à Popenguine. Et puis sachez que les marcheurs sont arrivés à Popenguine près vers 18h passées, très épuisés mais emplis de ferveur et de dévotion. Et dès leur arrivée, ils se sont dirigés vers le nouveau sanctuaire où une ambiance de communion les attendait. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Des milliers de fidèles, jeunes et moins jeunes, ont donc achevé un périple de 50 de kilomètres, signe tangible de leur ferveur et endurance spirituelle. Dame Silla, notre reporter les a accompagnés tout au long de leur voyage de foi. Voici son reportage. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres à pied pour allier la cité mariale de Popenguine. Malgré la longue distance sous un soleil de plomb, ces marcheurs ont su résister grâce à leur foi en bandoulière. Vouloir marcher jusqu'à Popenguine, c'est une tradition qui se perpétue depuis des années. Et puis, Maya, en fait, la douleur qu'on ressent. Après tout cela, on va déposer ça au pied de Notre-Dame de Popenguine, déposant ainsi nos intentions afin qu'elle puisse les porter vers Jésus-Christ. Pourquoi nous avons choisi de marcher? La marche, en fait, c'est une démarche de foi, comme on dit. Une démarche de foi. Et comme faisaient nos arrière-grands-parents, comme on disait même dans la Bible, avec Saint-Joseph et tout ça, eux qui allaient en pèlerinage, nous aussi on va aller en pèlerinage pour vraiment vivre notre foi selon le vivaient nos aïeux, comme on dit. Ces marcheurs sont composés d'hommes et de femmes de différentes tranches d'âge. Certains d'entre eux ont dépassé la cinquantaine et pourtant, ils ont rallié Popenguine à pied. Cette marche, c'est une démarche de foi et chaque année, on le fait. Et nous venons prier au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, pour nos soucis, nos problèmes et nous souhaitons aller de l'avant. Cette année, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture a participé à la marche. Une façon pour elle d'exprimer sa solidarité à la communauté chrétienne et d'apporter le soutien de l'État. Je suis venue ici, d'une part, pour sacrifier à la tradition qui s'effectuait jusque-là, et d'autre part, pour venir à la rencontre de la jeunesse catholique venue de tous les diocèses du Sénégal. Arrivé sur les lieux, j'ai pu constater que les pèlerins sont au rendez-vous et qu'un accueil triomphal leur a été réservé. Le pèlerinage marial de Popenguine est à sa 136e édition. L'événement a traversé plusieurs générations et chacune d'elles a témoigné sa foi et sa gratitude envers la Sainte Marie à travers cette marche. La nouvelle grotte de Popenguine a été bénie hier. La cité mariale de Popenguine accueille désormais une statue flambant neuve de Notre-Dame de la Délivrance. Cet espace aménagé est maintenant ouvert aux prières et aux méditations. On voit tout cela avec François Sec. Dans cette nouvelle grotte, c'est l'histoire de l'art qui s'unit avec la Vierge Marie. Cette nouvelle statue géante de Notre-Dame de la Délivrance trône majestueusement dans la grotte. Ce sont les légions de Marie qui sont vraiment des vraies pionnières et qui ont pris à bras le corps le travail qui a été fait ici. Elle est faite de bronze et pèse plus de 100 kg. Commandée en Chine, elle est à hauteur d'homme, 1,55 m, pour témoigner la place de choix qu'occupe la Vierge Marie dans l'Église. Nouvelle grotte, nouvelle statue pour une nouvelle vie chrétienne. Donc c'est un nouveau départ qui nous est demandé à nous tous pour que par la grâce de Dieu,
nous puissions faire des pas supplémentaires, des progrès sans cesse renouvelés. Construite en forme de calebasse, la grotte devrait recevoir toutes les intentions afin que la Vierge Marie les présente à son Fils. Nous avons imaginé les premières esquisses comme des colonnes et finalement, avec Monseigneur Benjamin Ndiaye, en discutant, et il nous a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas une calebasse? Parce que la calebasse, c'est l'instrument ou l'outil sénégalais, ou africain même, où l'on met tout ce qui est offrande, où l'on met tout ce qui est nourriture. Donc elle nourrit, elle donne de la spiritualité et tous les actes spirituels se font dans les calebasses. On a dit pourquoi pas. Donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir et à voir comment on allait réaliser cette calebasse, parce que c'est pas facile de faire une calebasse en tout en rond et de l'encastrer dans la grotte. Parce qu'une grotte, en principe, c'est des rochers avec un élément à l'intérieur. Donc nous avons fait une première esquisse. Et dès la première esquisse, il nous a dit c'est exactement ce que je voulais. Donc on est parti sur cet esprit de calebasse qui donne et qui reçoit. D'une capacité d'accueil de 500 places assises, elle est extensible. C'est un passage obligé pour les pèlerins, un excellent endroit pour méditer et prier. Alors nous voulons demander aux gens, comme l'archevêque le veut lui-même, que la grotte soit un lieu propre et vert. Et que ceux qui amènent des bougies, Dieu n'est pas aveugle, il sait voir, il comprend les intentions avant qu'on les ait exprimées. Il va exaucer nos prières encore et encore. J'invite tout le monde à comprendre cette recommandation et qu'on puisse prier de la meilleure des manières. Une bénédiction historique faite dans la ferveur. Chantez de joie d'être sauvé, alléluia. À noter que la réalisation de la grotte entre dans le cadre d'une vaste opération de réhabilitation des sites religieux. Et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau le père Paul-Marie Mondika, vice-président du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Avec lui, nous allons approfondir le thème de cette 136e édition du pèlerinage avec Marie, notre mère. Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Bonsoir, père Paul. Bonsoir, René. D'abord, en quoi le choix du thème était particulièrement significatif pour le contexte sénégalais? Voilà, ce thème cette année est venu à un moment où le Sénégal se préparait à des élections. Il faut rappeler que nos pères évêques, c'est au mois de janvier qu'ils font sortir le thème du pèlerinage de l'édition à venir. Alors cette année, en regardant ce qui se passe réellement dans notre pays et avec tout ce que nous avons traversé comme difficulté au niveau politique, nos chers pères évêques ont pensé qu'il serait nécessaire de lancer un cri de cœur dans le sens d'appeler les fidèles catholiques à réfléchir sur comment bâtir un Sénégal de justice et de paix, mais pas n'importe comment, sur les traces de la Vierge Marie, comme c'est elle qui est la première en chemin, elle qui, après avoir reçu la bonne nouvelle, a accepté de se mettre en route la première pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est en suivant ces pas que nous pouvons justement bâtir ce Sénégal de justice et de paix. Mais en quoi la figure de la très sainte Vierge Marie peut-elle inspirer les pèlerins à contribuer à un Sénégal plus juste et équitable? Comme je venais de le dire tout à l'heure, la Vierge Marie, dans l'histoire biblique et dans l'histoire du salut, a eu à jouer un très grand rôle. D'abord, après l'annonciation, quand elle a reçu l'annonce, elle est partie annoncer à sa cousine, mais aussi elle est partie se mettre au service de sa cousine Elisabeth, elle qui attendait un enfant et qui était déjà en son 6e mois, et donc ça veut dire que c'était déjà une femme assez fatiguée. Il fallait, à cause aussi de son âge, être là pour l'accompagner, pour l'assister, pour lui apporter beaucoup d'aide. Alors, l'image de la Vierge Marie en ce jour
nous permet justement, nous chrétiens, de nous mettre en chemin, d'aller vers les autres, de pouvoir leur apporter ce que nous avons de grand, de beau dans notre cœur, ce que nous avons de meilleur à donner pour aider tout Sénégalais à se relever des situations difficiles pour un Sénégal de justice et de paix. Une dernière question, Père Paul. Quelle initiative spécifique le comité propose-t-il aux pèlerins pour promouvoir la paix et la justice au sein des communautés? Alors, l'initiative qui est proposée, on la retrouve un tout petit peu dans ce que nous avons appelé le parcours du pèlerin. Le parcours du pèlerin qui se décline en 5 étapes. Étape fondamentale, dont la première étape est la réconciliation, qu'on demande à tout fidèle de se réconcilier avec ses frères et sœurs et avec Dieu pour pouvoir célébrer dignement le pèlerinage. Deuxième étape que nous demandons aux fidèles vraiment de vivre pendant le pèlerinage, c'est de participer à la célébration, à une des célébrations eucharistiques célébrées durant le pèlerinage. Nous savons que l'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. La troisième, c'est plutôt l'adoration. On invite les fidèles à entrer dans un cœur à cœur. Pour aller bâtir quelque chose de solide et de durable, il faut d'abord aller te ressourcer vers ton Dieu, tirer la force qu'il faut pour pouvoir communiquer cette force à la société, à travers l'adoration, à l'attente de la rencontre ou de l'autre côté. Et la quatrième que nous demandons, c'est le rosaire. Avec Marie. C'est avec Marie que nous pouvons aller vers nos frères et sœurs pour apporter la joie. Et la dernière, qui est la 5e étape, et d'ailleurs que nous demandons toujours aux fidèles de bien vivre les relations fraternelles. On ne peut pas venir au pèlerinage triste et rentrer du pèlerinage triste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. Il faut vraiment vivre cela avec joie, avec ses frères et sœurs. Quand tu viens en pèlerinage avec la mine du vendredi saint, c'est-à-dire de tristesse, il faut retourner avec la mine du dimanche de Pâques, c'est-à-dire la joie de la résurrection. Merci Paul, Père Paul Marie Mondika, merci pour cette invitation, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le vice-président du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Merci. Et juste dire, Banchir Bambagay, que Thiès est à l'honneur pour cette 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. La chorale du doyenné se prépare activement à animer la messe solennelle, un moment attendu avec impatience par les fidèles. François Sec nous amène dans les coulisses de la dernière répétition générale. Ils sont 372 choristes à faire la dernière répétition en vue d'une bonne animation de la messe solennelle du pèlerinage marial de Popenguine. Donc représenter le diocèse, c'est un défi tout simplement qui nous est donné de pouvoir parcourir le thème de Popenguine. Et nous sommes en train de répéter le programme et nous souhaitons quand même relever le défi non seulement de la participation, mais aussi de la réussite. Les enfants sont prêts, très motivés. La répétition se passe très très bien. Tous les choristes sont très très motivés. Et les voix sont très sûres. Et donc nous faisons tout simplement encore de l'assurance dans ce que nous exerçons. Cette année, 2 des 4 doyennés du diocèse de Thiès ont été choisis, soit 11 paroisses. Aujourd'hui, l'amicale a délégué 2 doyennés, que sont le doyenné nord de Thiès et le doyenné Djobas de Thiès, pour pouvoir représenter le diocèse. Représenter le diocèse où ça ? Dans l'animation liturgique de la messe. Depuis 3 mois, il prépare ce grand rendez-vous avec rigueur et ferveur pour réussir l'événement. Les 13 chorales répètent séparément avant de réunir le grand groupe à 3 reprises. Le programme des chants est en phase avec le thème du pèlerinage, avec Marie notre Mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix.
la programmation, nous avons opté pour des chants connus avec un rythme très posé pour aussi permettre aux gens de participer, car c'est un des objectifs de la liturgie catholique, la participation active, permettre à toutes les personnes qui seront là de pouvoir participer pleinement à l'Eucharistie avec des chants qu'ils connaissent et des chants aussi qui rentrent dans l'objectif double de la liturgie, rendre gloire à Dieu et puis contribuer à la sanctification de son peuple. Et nous avons le chant de Julien Jouga, la Mariam Moussel mis avec un couplet bienvenu qui demande cette grâce à la Vierge de déverser le bien de la paix dans notre pays. La messe solennelle sera présidée par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Et pour terminer, cher Bamba, voici le programme de la soirée à Poponguine. Notez que la grande veille de prière aura lieu à 21h à l'ancien sanctuaire. Elle sera suivie de la messe des marcheurs à 22h. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les temps forts de cette journée ici à Poponguine, cher Bamba Gueye. Voilà, merci beaucoup René Léon Fonseca en direct de Popenguine avec toutes nos équipes qui sont déployées dans la ville sainte. Le niveau d'exécution du pont de Rosso n'est que de 17% alors que les travaux ont démarré depuis juillet 2021. Beaucoup de retard accumulé par l'entreprise contractante qui est voire hors délai. C'est le constat qui a été fait par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens qui s'est rendu à Rosso. El Malick Ndiaye a rencontré son homologue mauritanien, Mohamed Ali Sidi Mohamed, afin de trouver des solutions à ce retard. Et à l'issue, c'est en 2026 que la livraison devra se faire. Abdouad. Cette visite du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens intervient un mois après celle du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. À l'époque, le chef de l'État et son homologue Mohamed Ould El Ghazouani avaient constaté beaucoup de retard dans l'exécution du pont de Rosso. À présent, il s'agit pour El Malick Ndiaye et Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre mauritanien de l'équipement et du transport, de s'asseoir autour d'une table pour dresser un diagnostic sans complaisance du projet. Effectivement, il y a eu des manquements, il y a eu des retards, on est même hors délai. Mais à la suite de cette visite, des discussions que nous avons eues, son Excellence et moi, mais aussi avec les équipes et avec l'entreprise contractante, nous sommes heureux de noter que beaucoup d'équivoques ont été levés. Le projet de construction du pont de Rosso a été lancé en novembre 2020 par les présidents Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani. Les travaux ont officiellement démarré en juillet 2021 pour une durée de 30 mois. Ce qui signifie que l'infrastructure aurait dû être livrée en janvier 2024. À l'heure actuelle, le taux d'exécution n'est que de 17%. Et nous avons donc, entre autres, émis notre inquiétude quant à l'accélération et au rythme d'exécution de ce projet. Nous avons alors demandé à l'administration de projet de rapidement prendre les mesures qui s'imposent de telle manière que dans un délai de 45 jours, toutes les reproches, toutes les observations, toutes les remarques qui ont été données soient réglées dans 45 jours ici à Rosso. Les deux États ainsi que leurs partenaires ont tous respecté leurs engagements, notamment sur le plan financier. L'entreprise contractante a reçu son avance de démarrage, mais tarde encore à honorer ses engagements. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de joindre en tout cas nos efforts, nos équipes pour assurer le suivi d'exécution, pour apporter tout le soutien nécessaire à l'entreprise contractante afin tout simplement de le réaliser dans les meilleures conditions surtout. Cette rencontre a permis aux parties prenantes d'exposer toutes les difficultés liées à la bonne exécution du projet. À l'issue de cette réunion, des mesures fortes ont été prises. Nous avons suivi un exposé de la part de l'administration du projet et nous avons aussi suivi un exposé de la part du bureau de contrôle et nous avons entendu la société qui s'occupe de ce projet. Alors nous avons retenu de tout cela qu'il y a effectivement des choses et des actions à entreprendre
car le projet est emblématique, le projet est extrêmement important pour les deux États, pour les deux présidents, pour les deux gouvernements et pour les deux peuples. Dans les jours à venir, l'équipe qui coordonne va nous revenir avec tous les éléments nécessaires et l'entreprise avec un planning d'exécution bien clair et dans les meilleurs délais parce que ce projet doit voir le jour au courant de l'année 2026. Et ça, c'est extrêmement important et l'entreprise est consciente, en tout cas, de cette rigoureuse décision de le réaliser, de prendre toutes les mesures nécessaires, de mobiliser tous les moyens utiles pour exécuter les travaux de ce pont d'ici, en tout cas, mi-2026. Rendez-vous est donc pris au second semestre de 2026 pour la livraison du pont de Rosso. Il revient désormais à l'entreprise contractante de poursuivre les travaux tels que spécifiés dans les cahiers de charges. L'infrastructure s'étend sur plus de 1400 mètres. Voilà donc le déplacement du ministre El Malick Ndiaye à Rosso pour voir le niveau d'exécution du pont de Rosso. Nous parlons de la campagne agricole. À présent, le CNCR se réjouit des mesures prises par le gouvernement. Elles vont du financement du secteur à la gratuité du phosphate pour enrichir les sols en passant par la baisse du prix de l'engrais de 22%. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux a réitéré tout son engagement qui vise la souveraineté alimentaire. Le compte rendu avec Agnès Nyanyamane. Cette rencontre est une étape importante de dialogue et de coopération pour les acteurs du monde rural et les autorités publiques. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, en a profité pour mettre sur la table les préoccupations des paysans pour booster leur secteur. Nous avons pu échanger avec lui sur un certain nombre de points. Sur la gouvernance de la subvention, en premier lieu, l'organisation et la préparation du conseil agro-silvopastoral qui va se tenir, dont le président de la République a décidé en conseil des ministres, sur la question du financement du secteur agricole, sur la question des jeunes, des femmes, et au-delà, nous avons pu discuter avec le ministre sur la question foncière. C'est un certain nombre de points que nous avons pu échanger avec lui et on est arrivé à des conclusions qui nous amèneraient à signer un mémorandum entre le ministère et le CNCR sur la préparation, fondamentalement, sur la deuxième question, particulièrement sur le financement, sur la question foncière, par le biais du CRAFS, le ministre est prêt à porter notre plaidoyer, effectivement, par ce biais. Nous avons été effectivement très satisfaits de sa visite. Il a pu échanger et a montré leur objectif, leur vision sur la souveraineté alimentaire. Dans le but de promouvoir un développement agricole durable et inclusif, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'est engagé à accompagner davantage le CNCR. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires contre un budget de 7042 milliards. Cela montre l'importance de s'acharner, de lutter pour la souveraineté alimentaire. On a discuté de plusieurs axes de partenariat pour que les 10 filières dans lesquelles notre pays a des soucis, à savoir le riz, à savoir le blé, à savoir l'huile, à savoir le lait, à savoir le sucre, à savoir les fruits et légumes. Toutes ces filières-là, nous nous sommes engagés d'organiser des journées de réflexion de stratégie avec l'intersyndicale de ces filières-là dans le souci d'élaborer des stratégies ensemble que l'on va mener à bon port. Pour le financement du secteur agricole, comme le président Nazir l'a dit, j'ai déjà drafté la correspondance que je compte envoyer au secteur bancaire, aux 30 banques du Sénégal et aux institutions de microfinance pour organiser une journée de réflexion non seulement avec les banques, mais avec les producteurs et les opérateurs pour voir comment accompagner la filière, le secteur agricole. Depuis 1993, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux œuvre à influencer les politiques agro-silvopastorales et halieutiques avec l'objectif de catalyser des réformes cruciales pour les exploitations agricoles familiales au Sénégal. Pour la campagne agricole 2024, l'État a mobilisé 120 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute la réduction de 22% du prix de l'engrais et la gratuité de 35 000 tonnes de phosphate.
L'actualité internationale en bref, en Iran, l'hélicoptère transportant le président Ebrahim Raïssi a été victime d'un accident ce dimanche. Des recherches sont en cours. Le crash s'est produit à la frontière avec l'Azerbaïdjan, à quelques 600 km de Téhéran, la capitale iranienne. L'ayatollah Ali Khamenei a appelé les Iraniens à ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas de perturbation dans le pays, a-t-il déclaré. L'Arabie saoudite et la Turquie ont proposé leur aide pour retrouver le président iranien Ebrahim Raïssi, dont l'hélicoptère a fait un crash ce dimanche. L'actualité internationale également. Bref, toujours, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une tentative de coup d'État impliquant des combattants congolais et étrangers ce dimanche, selon l'armée. Des tirs ont été entendus aux abords du Palais de la Nation, qui abrite les bureaux du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le calme est revenu. L'armée a demandé aux populations de vaquer tranquillement à ses occupations. Jean-Luc Mélenchon, chef du parti La France Insoumise, a animé vendredi une conférence à Dakar sur le thème « Instabilité géopolitique dans le monde, conséquences directes à court et moyen terme pour l'Afrique ». C'était lors des vendredis de Subdeco. Le contraint de signer Ahmadou Diallo. Les vendredis de Subdeco, un carrefour d'idées et de réflexions, accueille Jean-Luc Mélenchon. En présence de membres du gouvernement, de diplomates, de personnalités du monde des affaires et d'étudiants, le fondateur de la France Insoumise a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels la dynamique démographique que Jean-Luc Mélenchon considère comme un atout pour le continent africain. Il a en outre préconisé aux États du continent de ne pas se laisser peser par la dette. La dette des pays africains représente en effet, selon Mélenchon, 0,4% de la dette mondiale. Il faut dès lors avoir un regard lucide sur la dette africaine. Il a également abordé la question de la monnaie au plan international, les réseaux sociaux, le changement climatique ou encore le terrorisme. D'abord, je voudrais vous dire que je ne partage pas du tout les grandes envolées sur la guerre au terrorisme. On ne fait pas la guerre à un concept, ça n'a pas de sens. Il y a des pratiques terroristes, des actes terroristes. Et la question qu'il faut sans cesse se poser, c'est qui paye. Car on ne fait pas ce qu'on appelle des actes terroristes sans un niveau d'équipement qui ne nous aura pas échappé. L'homme politique français n'a pas manqué d'exprimer sa solidarité envers Gaza. Pour le massacre qui s'y déroule et à ma pleine et entière solidarité. Les vendredis de Subdeco sont un espace de liberté intellectuelle et démocratique au service de l'esprit critique. Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé avec une forte délégation du mouvement de la France Insoumise et a, bâton rompu, échangé avec nos étudiants sur ces thématiques, mais en même temps parler aussi de son dernier livre sur la révolution citoyenne. Et donc je tenais déjà à remercier les autorités publiques, en premier lieu le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a bien voulu faciliter cette arrivée. Le Sénégal a réussi à résoudre par les urnes une crise politique et sociale grave qui aurait pu amener le pays dans une impasse. Et comme nous on le dit souvent, c'est pas la démocratie sénégalaise qui s'est sauvée. C'est une mobilisation populaire de masse avec des objectifs politiques précis, un changement, une rupture, une alternative économique, sociale, politique, qui a permis de sauver la démocratie sénégalaise. Voilà. Et tout cela se termine magnifiquement avec une victoire dans les urnes. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de mieux à notre pays ? Ces cycles de conférences du groupe Subdeco sont animés par des acteurs au plus haut niveau de la vie économique et sociale du pays et du monde entier. Il s'agit d'ateliers de recherche et de confrontation intellectuelle pour l'élite sénégalaise et africaine. Ceux qui ont fauté doivent rendre compte. Mounia Cissé donne ainsi sa position sur la publication des rapports des corps de contrôle. Le directeur exécutif de l'ONG 3D précise toutefois que le traitement judiciaire doit être équidistant. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Nous l'écoutons. Je crois que le Conseil constitutionnel a déjà montré la voie pour dire que tout organe de contrôle qui veut être indépendant doit prendre ses responsabilités. Peut l'être. Donc, les organes de contrôle, que ce soit l'IGE, que ce soit la Cour des comptes et l'OFNAC,
ne devait pas attendre l'injonction du président de la République pour sortir ces rapports. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces rapports sont sortis. Et le sentiment généralisé des Sénégalais, c'est qu'il y a eu un carnage financier inacceptable. Quand vous voyez ces rapports, plus vous les lisez, plus vous avez mal au cœur. Pour dire que les ressources publiques sont accaparées par une poignée de personnes, ceux qui étaient au pouvoir. Je ne dis pas que tout le monde doit être dans le même sac. Tout le monde a fauté. Oui, mais ceux qui ont fauté doivent rendre des comptes. Quand vous voyez ce qui s'est passé à la SICAP, mais vous avez mal au cœur. Plus moi je lis ce rapport sur la SICAP, plus j'ai mal. Et quand vous voyez aussi le rapport sur la COVID-19 avec la Cour des comptes, vous avez mal. Les fonds force Covid. Fort heureusement, au Conseil des ministres, on a vu que le ministre de la Justice a annoncé que ce rapport force Covid-19 de la Cour des comptes ne va pas continuer à dormir dans les tiroirs. Parce que quand même, le carnage financier est terrible. Maintenant, il ne faut pas confondre aussi règlement des comptes et reddition des comptes. Je pense que si on doit faire le traitement de ces dossiers, ça doit être un traitement équidistant et juste, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, que ce soit vraiment un traitement non sélectif. Voilà, Mondiaï Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D dans l'émission Point de vue de Oumar Nying. L'ambassade de Malaisie à Dakar a organisé un concours culinaire. 3 instituts en hôtellerie et en restauration ont pris part à cette compétition. Le premier prix est doté d'une enveloppe de 150 000 francs CFA. L'initiative vise à promouvoir la gastronomie malaisienne au Sénégal. Le compte-rendu de Oumou Kalsoum Sall. Le temps d'un après-midi, les jardins de la résidence de l'ambassadeur de Malaisie à Dakar transformés en cuisine. 3 instituts de formation en hôtellerie et en restauration concourent dans la réalisation de menus typiques de ce pays du sud-est asiatique. Après plus d'1 heure de préparation, le premier prix, doté d'une enveloppe de 150 000 francs, est revenu à l'Institut Les Marmitons. L'importance est surtout de pouvoir montrer, mais aussi surtout de pouvoir fusionner les cultures. Parce que la restauration, la cuisine, c'est de la culture, c'est de l'art. Et essayer de changer des produits malaisiens qu'on prépare au Sénégal, qu'on essaie de mélanger et de savoir les réaliser comme si on était en Malaisie. Oui, et c'est une très grande joie, c'est une porte d'ouverture entre les pays, entre les cultures et entre les nations. Ce concours culinaire est une occasion pour l'ambassade de promouvoir la gastronomie malaisienne. This event, Malaysian gastronomy is very important. C'est important pour moi, pour ma femme et aussi pour l'ambassade. L'objectif de cet événement est de promouvoir la gastronomie malaisienne. Et comme vous vous rappelez, l'année dernière, on a eu à faire un tel événement avec seulement une école. Mais cette année-ci, le champ est élargi. On a eu à choisir 3 grandes écoles et on est là pour promouvoir la gastronomie malaisienne. Une initiative qui renforce aussi les relations cordiales entre ressortissants malaisiens et sénégalais. Voilà donc ce concours culinaire à l'ambassade de Malaisie au Sénégal. Sport, la première saison de futsal a été lancée hier après-midi à la place de la Nation. 22 équipes, filles et garçons, prennent part à ce premier format de la compétition. La catégorie concernée est celle des moins de 15 ans. L'objectif est de préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal et développer le futsal également dans notre pays. Nous suivons le reportage d'Ibrahim Mboup. Début d'après-midi à la place de la Nation, un endroit symbolique pour lancer la toute première saison de futsal, un des nombreux dérivés du foot à 11. Le futsal fait ses premiers pas au Sénégal, pas dans une salle fermée, mais en plein air. Ce n'est pas une obligation de jouer en zone fermée, donc on peut jouer sur un terrain qui est ouvert. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'était très bien de le faire comme ça, de le vulgariser, de le sociabiliser, de le familiariser avec tout le monde. C'est une première pour moi, c'est une découverte pour moi. Et aujourd'hui, on a vu des choses que vraiment, je n'ai jamais vues au Sénégal. Des garçons qui savent jouer au foot à 11, mais au foot à 4 ou 5 là, c'est un autre contexte. Dans le futsal, il n'y a pas de contact. On ne voit pas de contact. Il faut avoir aussi la technicité, la vivacité. Et là, il faut réfléchir pour jouer au futsal là.
Dans son plan de développement du futsal, la Fédération sénégalaise de football veut partir d'une base solide pour atteindre les sommets. La cible reste les petites catégories. Le prétexte, c'est d'abord les JO 2026. Le Sénégal doit y participer en futsal, en garçons et en filles. Alors, nous avons depuis l'année dernière commencé les phases de détection nationale. Parce qu'en fait, la priorité, c'est de faire participer tout le monde. Il y a beaucoup de clubs qui se sont réunis ici, de Thiès jusqu'à Dakar. La tranche d'âge, c'est de 15 ans. C'est des U15. C'est de 2008. De 2008, on a accepté de novembre 2007, décembre 2007, 2008 jusqu'à 2011, 2012, 2013. Cela nous permettra de faire une sélection nationale. Déjà, la sélection jouera, mais c'est dénommé l'équipe fédérale. Les futsaleurs, comme on les appelle, sont contents de participer à ce premier championnat avec des rêves plein la tête. Le futsal, c'est très bien. C'est notre coach qui nous a dit qu'il y a un tournoi de futsal à Dakar et il a sélectionné parmi nous les meilleurs. Comment vous trouvez les matchs, le tournoi auquel vous participez? C'est très beau. J'aime bien. Et c'est quoi vos rêves en tant que joueuse de futsal? Devenir pro futsal. Je représente notre équipe nationale sénégalaise. Et d'être comme Sadio Mané. Peut-être de futures grandes stars du futsal sénégalais appelées à briller sur la scène africaine et mondiale. En attendant, la fédération compte faire un bon maillage du territoire pour détecter et rendre populaire cette discipline. Sport toujours en bref pour clore cette édition football. Ligue Teungueth FC n'a pas pu remporter le titre à Alassane Djigo cet après-midi. La Pékin a corrigé les prétendus à ce titre à 3 buts.